Salut, c'est Florian. Vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, mais vous avez quelques craintes par rapport à ce que vous disent certaines personnes qui sont plus ou moins proches de vous d'ailleurs. Et donc, ce sont des idées reçues que vous pourriez avoir qui n'ont pas forcément de justification. Mais écoutez, dans cette vidéo, on va aborder 5 idées reçues qu'on va débunker si elles sont à débunker, bien sûr, ou alors si elles sont. Bon, ce sont des idées reçues, donc forcément, on va les débunker. La première idée reçue, c'est de dire que c'est impossible d'acheter sa résidence principale après avoir investi dans l'immobilier, investi dans du locatif qui plus est. C'est totalement faux. Évidemment, c'est possible que vous ne puissiez pas acheter votre résidence principale si vous avez investi dans du locatif. Ça, c'est dans le cas de figure où vos calculs de rentabilité ont été totalement pourris avant de vous lancer, que les calculs que vous avez faits n'étaient pas bons, ou que vous avez été mal conseillé, ou que vous avez fait vraiment une affaire très mauvaise et que malheureusement ça peut aussi ne pas dépendre de vous. Typiquement des aléas à la vente qui sont pas moraux de la part du vendeur à qui vous avez acheté, etc. C'est possible que malgré vous, vous fassiez une très mauvaise affaire qui plante votre possibilité d'acheter votre RP. Dans ce cas-là, bon. Mais majoritairement, si vous ne pouvez pas acheter votre résidence principale après avoir fait de l'achat locatif, c'est de votre faute en vérité. C'est parce que vous n'auriez pas dû vous lancer ou pas tel que vous l'avez fait. Normalement, vous êtes censé faire au moins quelque chose qui s'autofinance, enfin, si vous faites quelque chose de sensé en tout cas, voire même gagner du cash flow tous les mois en faisant du locatif et dans la même mesure gagner en capacité d'endettement. Donc si vous avez bien fait les choses, si tout est bien ficelé, si vous pouvez acheter votre résidence principale après avoir investi dans du locatif, vous pouvez même acheter une résidence principale avec un plus gros prêt parce que vous avez gagné en capacité d'endettement. Donc ça, c'est la première idée reçue qui n'est pas bonne en fait, hein, elle est erronée et c'est plutôt de l'ordre des barrières mentales de nos proches ou qui ont peur pour vous aussi. Il y a aussi de la bienveillance de la part de vos proches quand ils vous disent ça. La deuxième idée reçue dont on va parler, c'est sur les impayés des locataires. Souvent, c'est un énorme frein, et d'ailleurs, c'est une peur qu'on a tous eue quand on a mis notre premier appartement en location. Les impayés de locataires, ça freine entre, j'ai eu une stat la dernière fois, ça freine entre 50 et 60% des gens à faire du locatif. Enfin, ceux qui aimeraient le faire s'en freinent 50 à 60%. Ils ne le font pas parce qu'ils pensent aux impayés probables, possibles, des locataires. Alors oui, dans toute une vie d'investisseur en immobilier, c'est très probable, surtout si vous y prenez goût, que vous faites bien l'effet boule de neige, que vous achetez de plus en plus et que vous avez plusieurs biens en location, c'est probable que vous ayez des impayés. J'ai regardé des stats de l'INSEE la dernière fois. Les impayés des locataires, en nombre, pas en volume de loyer, mais ça représente 3% des loyers en France qui ne sont pas payés par les locataires. Et parmi ces loyers qui ne sont pas payés, seule la moitié, donc 1,5% du total des loyers en France, ne sont finalement pas honorés par une procédure de recouvrement, etc. Donc parmi les impayés, il y en a déjà la moitié qui en plus peuvent être récupérés avec une procédure judiciaire, etc. Donc au final, ça freine 50 à 60% des gens de se lancer, alors que ça représente 1% et demi en nombre de loyers non payés en France. C'est scandaleux comme cette barrière mentale met un stop net aux gens, alors qu'ils pourraient avoir tellement de perspectives et d'ambition en acceptant 1,5% de risque pour 98,5% de chance de juste mieux gagner leur vie ou peut-être en vivre un jour. C'est vraiment, c'est dommage si vous aviez ce frein-là. Surtout, faites vos recherches à vous sur internet ou renseignez-vous, formez-vous sur le sujet si ça vous freine plus et au-delà de ce que je viens de vous dire et que je ne vous ai pas convaincu. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à cette barrière-là. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'était
qu'une opération n'est intéressante que si elle génère du cash flow positif. C'est faux. En fait, même dans la mesure où vous ne faites pas de cash flow, c'est-à-dire un cash flow nul, et que le bien s'autofinance, et ben dans 15, 20, 25 ans, la durée de votre primo, en fait, si votre bien en location s'autofinance, et ben vous aurez gagné la valeur du patrimoine in fine dans votre patrimoine à vous. Enfin, la valeur du patrimoine en location dans votre patrimoine à vous. C'est énorme en fait, même si vous ne mettez pas de cash flow dans votre poche et que vous ne cochez pas cette case qui correspond à ce que vous disent des youtubeurs qui se la pètent un peu et qui disent mettre 2000 € de cash flow en faisant une seule affaire mensuellement, et que vous dites ah mince mais moi j'ai pas réussi, mon cash flow il est de 0 ou il est peut-être de 50 €. Ben écoutez, c'est déjà bien, parce que si vous mettez 0 ou 50 € sur la table tous les mois pour que vous percevez 50 € par mois ou même une opération nulle, et ben dans 15, 20, 25 ans, vous aurez la valeur du patrimoine investi in fine dans votre patrimoine. Vous pourrez le revendre et faire des gros projets ensuite. Donc c'est déjà super en fait. Et même si votre cash flow est légèrement négatif, s'il est négatif de 20 €, au final vous mettez 20 € tous les mois de votre poche pour que dans 15, 20, 25 ans, vous ayez un patrimoine de la valeur d'un appartement dans votre patrimoine. Enfin, c'est top. Donc même si votre opération n'est pas géniale non plus, que vous ne faites pas quelque chose qui s'autofinance au moins, qui génère du cash flow, ne broyez pas du mort, c'est pas bien grave. Faut que ce soit maîtrisé quand même et que ce soit pas récurrent. Parce que si vous faites de l'investissement locatif, que vous achetez 10 appartements à mettre en location et que sur chacun d'eux vous faites un cash flow négatif, là par contre ça commence à devenir grave. Mais bon, suivez mes formations, vous saurez comment éviter ça. La quatrième idée reçue que j'aimerais voir avec vous, c'est sur le fait c'est sur le fait d'habiter proche ou non de son investissement. Oui, c'est plus pratique que vous habitiez proche de l'investissement locatif que vous avez fait, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes proche de votre locataire, vous êtes réactif, vous n'avez pas d'obligation de mettre en gestion locative votre bien, donc vous avez des frais en moins, etc. Donc oui, c'est beaucoup plus pratique. Par contre, c'est pas essentiel et nécessaire. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose de bloquant pour vous, parce que si vous faites un investissement locatif et que vous dites ah mince, mais dans 1, 2, 3 ans, peut-être que je serai pas au même endroit, peut-être qu'aujourd'hui je connais bien le marché, mais plus tard, patati patata. Dans vos calculs de rentabilité, dans vos calculs de projection, dans vos hypothèses basses, moyennes et hautes, intégrez le fait que peut-être vous devrez payer 7% du loyer net que vous rentrez à une agence de gestion locative. En plus, dans une moindre mesure, vous pouvez bien vous en sortir sur votre fiscalité, donc c'est cool. Donc intégrez ça dans vos calculs. Peut-être que ça enlèvera quelques bonnes affaires à faire parce qu'il y a une charge supplémentaire à anticiper, une charge future, mais par contre, vous serez certain que vous pourrez déménager sereinement, et même en n'étant pas à côté de là où vous investissez, vous ferez quand même quelque chose qui vous rapporte, et qu'au final quelqu'un d'autre, une agence, est en train de gérer pour vous, et c'est un coût qui est intégré, donc au final vous avez bien fait vos calculs en avance et tout est bien qui finit bien. Donc habiter proche de son investissement, oui c'est mieux, oui ça permet que ça vous coûte moins cher. Par contre non, c'est pas une obligation et ça s'anticipe, surtout si vous connaissez un peu le marché où vous achetez, intégrez une charge de gestion locative dans vos calculs avant de passer à l'action. Cinquième idée reçue que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le fait qu'on entende mais tu es trop jeune pour investir. Non, on n'est pas trop jeune pour investir. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Tant mieux parce que ça permet à des jeunes qui ont 18, 20, 22 ans de passer à l'action et de faire quelque chose d'intéressant au final, parce que c'est hyper stimulant de faire de l'investissement locatif. Ça permet à des jeunes comme ça qui ont de l'ambition, qui ont du talent, qui sont entrepreneurs,
de passer à l'action devant d'autres personnes qui ont 50 ans et qui n'oseront jamais parce que les loyers impayés. Non, vous n'êtes pas trop jeune, et d'ailleurs, heureusement que le jour d'accorder ou non définitivement votre crédit, votre banquier ne regarde pas votre date de naissance en fait, parce qu'il en a rien à foutre. Il en a rien à faire, pardon. Votre banquier, il regarde la viabilité économique de votre situation, la viabilité personnelle à vous, votre stabilité personnelle, professionnelle, etc. pour voir s'il y a quelque chose qui potentiellement va foirer ou si tout est bien. Il regarde la viabilité économique de votre affaire aussi. Et en fonction de cette triptyque-là, il va prendre sa décision par rapport aussi à vos demandes, sur le taux, sur la longueur, sur les contreparties, etc. Donc c'est un tout qui fait que votre projet est accordé ou non. Et votre âge n'intervient pas dans l'équation. La seule corrélation entre votre âge et votre probabilité d'avoir un crédit et de réussir dans le business de l'investissement locatif, c'est que plus vous êtes âgé, plus vous avez eu des opportunités, plus vous avez croisé des gens qui ont réussi ou pas d'ailleurs, et donc plus vous avez emmagasiné de retours d'expérience. Donc vous êtes censé avoir un peu plus, être un peu plus expérimenté, avoir un peu plus de recul. Mais c'est tout. Si vous avez 18 ans et vous venez avec un business plan solide comme The Rock, oui, ça va le faire, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était les 5 idées reçues que je souhaitais aborder aujourd'hui. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!